Allô tout le monde. Alors dernièrement, je vous ai parlé beaucoup d'habileté de communication. On a parlé beaucoup de stratégie de communication en fait pour faire augmenter la qualité de la relation. Et j'ai mis de l'avant le fait que c'est la vulnérabilité qui va prédire le niveau de la relation. Donc ce qu'on veut pour être capable d'aborder un sujet, c'est augmenter le niveau de la relation. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est capable de supporter un sujet qui est important. J'aimerais prendre l'opportunité de cette capsule-là pour vous parler d'un sujet très spécifique qui est l'utilisation des questions. Je pense que c'est important à parler parce que quand on a une discussion avec une personne, on a des bonnes intentions. Et là, il y a toutes sortes je dirais, de conceptions qu'on a par rapport aux questions qu'on peut poser, la façon dont on pose les questions. Il existe différents types de questions dont je vais parler. Puis là, on se dit, en fait, on entend souvent l'idée que poser des questions, c'est bon. OK? Parce que ça veut dire qu'on est intéressé par l'autre. Ça veut dire que si on pose une question, la personne va répondre, donc elle va vouloir se dévoiler. Donc, puis une personne qui se dévoile va augmenter sa vulnérabilité, ce qui va augmenter la relation. Fait que théoriquement, ça semble aller de soi. Alors, je vais vous expliquer quelque chose que je pense c'est vraiment, vraiment important. C'est que les questions ont vraiment un double tranchant. Et je pense qu'on surévalue l'impact positif des questions. Et moi, mon opinion, c'est qu'on pose beaucoup trop de questions. On fait généralement beaucoup trop d'interventions. Ça ne veut pas dire qu'on est mal intentionné. Mais lorsqu'il y a une personne devant nous, OK, on va avoir une discussion, on veut avancer dans la conversation, donc la personne parle, OK? Et là, on pose une question. Quel est l'effet de cette question-là? En général, toutes les questions qui commencent par pourquoi vont avoir tendance à maintenir des sujets de surface. C'est-à-dire que quand on pose une question qui commence par pourquoi, la personne, on l'incite à faire ce qu'on appelle un lien de causalité, c'est-à-dire une relation entre une variable et une autre. Si tu poses une personne parle, tu poses une question qui commence par pourquoi telle affaire, pourquoi tu dis que telle chose, pourquoi telle chose est arrivée, pourquoi. Donc le pourquoi, c'est un lien causal. Donc une personne, si tu lui lances une question, elle arrête le fait d'approfondir un sujet et change de structure de dialogue pour aller dans une explication, c'est-à-dire une relation causale. Donc, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de donner une explication qui va être c'est parce que telle chose. Donc, elle met en relation deux variables. Le problème, c'est souvent, c'est que les questions qui commencent par qu'est-ce que ne font pas avancer réellement la communication vers l'avant, parce que tout ce qu'on va avoir accès, c'est l'explication entre une variable et une autre de la part de la personne. Les explications causales, okay, ou les liens causaux n'augmentent pas la vulnérabilité. Ça, c'est très important de savoir ça. Parce que souvent, quand une personne se dévoile à nous, elle approfondit un sujet. Donc, plus elle se vulnérabilise, plus elle précise des choses. Ça, c'est ce qu'on veut. OK? Si on intervient avec une question qui commence par pourquoi telle chose, elle change du mode approfondissement d'un sujet à un mode causal. Et donc, elle arrête sa vulnérabilité sur un sujet donné. Elle part dans l'explication. Et c'est un processus qui est très différent. Si on veut poser des questions, les meilleures questions commencent par qu'est-ce que. Puis qu'est-ce que implique ou force une personne de se prononcer précisément sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle veut dire et de nommer quelque chose d'important pour elle. Et ça, déjà là, on est plus dans le fait de forer dans quelque chose, d'aller plus loin dans un contenu qui lui appartient. Donc, on force gentiment une personne à dire, mais toi là, qu'est-ce que tu veux dire exactement qui représente ta pensée? Et le fait de nommer quelque chose de précis augmente beaucoup la vulnérabilité et donc augmente la relation. Donc, le fait de poser une question par qu'est-ce que obtiennent généralement plus de résultats que des questions qui commencent par pourquoi. Souvent, quand on commence des questions par pourquoi, on sent que la personne va nous répondre quelque chose, le dialogue va tendance à ralentir, puis on n'est pas vraiment plus avancé. Donc, il faut faire attention aux questions qui commencent par pourquoi. C'est sûr que ça arrive, là, poser des questions par pourquoi, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est important de comprendre les implications cognitives des deux types de questions. L'autre chose, par rapport aux questions, il y a, c'est comme un peu dans l'air du temps de dire que des questions ouvertes
sont bonnes ou meilleures que des questions fermées. Les questions fermées, c'est les questions où on répond par oui ou par non. Des questions relativement dichotomiques. C'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non. Okay? Des questions fermées. Puis évidemment, des questions fermées, ça va, étant donné que ça va juste créer une réponse oui ou non, ça crée peu de vulnérabilité, ça crée peu d'éléments nouveaux. Ce qui fait en sorte que c'est vrai qu'on est coincé un petit peu plus facilement. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut juste dire, encore une fois, il faut être conscient de ce que ça fait. Fait que là, en contrepartie, on dit « Ah, mais il faut poser des questions ouvertes. » Ça dépend. Ça a, encore une fois, un double tranchant. Le problème quand on pose des questions ouvertes, c'est que c'est non authentique. Ce que ça veut dire, c'est que la personne parle, elle parle, et malheureusement, les processus attentionnels ne sont pas tout à fait synchronisés. Fait que souvent, pendant que la personne parle, elle ne répond pas ou elle ne parle pas de ce qui nous intéresse. Et donc, on a déjà un plan de conversation, puis on sait qu'il faut l'amener comme par là, où on veut que quelque chose se passe. Mais là, ça ne se passe pas assez. Donc, là, on prépare notre question, qui est souvent une question ouverte, OK, mais il faut la préparer. Donc, quand on réfléchit à notre question ouverte, ça va paraître dans les mouvements oculaires, ça va paraître dans notre respiration, ça va paraître dans nos clignements d'yeux, ça va paraître dans la structure attentionnelle ou la façon dont on gère notre attention consciente, et la personne en face va le détecter entre 10 et 50 millisecondes. Donc, avant même qu'on formule une question ouverte, ou peu importe une question, la personne va le détecter. Donc, il y a déjà des alertes dans la personne qui est en train de s'exprimer. Elle le voit, elle parle, elle voit dans notre visage que quelque chose qui se prépare. Okay? Donc, déjà là, ça crée une espèce de ce qu'on appelle un amorçage négatif, un priming qu'on appelle en cognition. Donc, on est prêt à ce que quelque chose va se passer parce qu'on te voit en train de réfléchir. Ça, c'est un premier problème. Donc, la personne ne se sent pas écoutée et son cerveau le sait. Quand on arrive avec une question ouverte, une question ouverte, hein, c'est une question qui ne se répond pas par oui ou par non. C'est une question qui pousse une personne à élaborer sur une réponse. Le problème, c'est que les questions ouvertes, la plupart ne fonctionnent pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment de raison précise de poser cette question-là. Souvent, quand on pose une question ouverte, on la pose en allant à la pêche à quelque chose. C'est-à-dire, bon, là, tu ne me parles pas exactement de ce que je veux, mais je vais essayer de te motiver à t'ouvrir plus. Donc, on pose une question ouverte. Puis une question ouverte, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est « parle, dis quelque chose, ouvre-toi ». L'affaire, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand tu poses une question, le cerveau de la personne à qui tu as posé la question va calculer en quoi exactement ça va être utile pour moi que je me dévoile sur tel ou tel ou tel sujet. Un cerveau ne se dévoile jamais ou se vulnérabilise jamais dans le vide sans qu'il y ait un plan pour sa marchandise. Considérez un peu que le contenu d'une personne qui l'habite, c'est comme une marchandise à grande valeur. Donc, une marchandise à grande valeur qui est dans un coffre-fort, tu ne peux pas juste ouvrir le coffre, puis vider le stock, puis mettre ça à terre. C'est juste pas comme ça que de l'or est géré, ou de l'argent, ou une marchandise de grande valeur. Quand tu as accès à un coffre, quand tu as accès à une marchandise, il y a déjà un plan qui doit être déterminé sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette marchandise-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet or-là, cet argent-là. Où ça va être transporté, dans quel contenant, ça va être quoi la destination. N'importe quelle marchandise qui a de la valeur doit avoir une destination précise. Cette destination-là doit avoir un sens et doit être autorisée par la personne qui sort son or du coffre. Autrement dit, une personne, elle, avant qu'elle commence à se dévoiler suite à une question ouverte, il faut que son cerveau fasse comme « Là, je m'en vais répondre à ta question, mais ça va où ça? » La plupart du temps, on se fait poser des questions ouvertes, mais on va juste à la pêche. Le cerveau, il ne voudra pas collaborer. Il va essayer de répondre à la question ouverte, mais il va donner le minimum d'informations en minimisant la vulnérabilité dans son contenu et il va arrêter l'expression assez vite. Donc, le problème avec les questions ouvertes, c'est que ça n'a pas vraiment de sens avec où est-ce qu'on s'en va dans l'interaction. Et ça, c'est très important. À chaque fois qu'on pose une question, le cerveau, il faut qu'il détermine est-ce que ma marchandise que je m'en vais dévoiler va servir quelque chose qui a de la valeur pour moi ou c'est juste que je te lance mon or comme ça. Puis après ça, tu vas pick and choose ou tu vas choisir ce qu'il y a de la terre. Donc, il y a des mécanismes qui gèrent ça. Et même si on pose plein de questions
souvent, ça n'amène pas plus de vulnérabilité parce que souvent, il faut décrocher de ce que la personne veut vraiment dire. Parce qu'à chaque fois qu'on pose une question est toujours issue d'une curiosité personnelle. On pose toujours une question parce qu'il y a quelque chose qu'on veut faire, qu'on veut savoir. Donc, chaque question est une prise de risque. Parce qu'à chaque fois qu'on intervient avec une question, on fait diminuer l'autonomie d'une personne. Elle n'est plus libre maintenant d'aller où elle veut. Donc, quand on pose une question, on vient mettre un espèce de poteau pour dire voici un nouveau repère dans la conversation. Donc, son cerveau va réagir immédiatement. Il va réagir en disant bon, OK, la personne veut m'amener là. Quels sont les avantages et les inconvénients de m'ouvrir sur ces enjeux-là? Quel élément je vais confier? De quelle façon je vais me confier? Quel élément je vais me mettre de l'avant? Puis ça va servir quel but? Si un cerveau ne voit pas la sécurité par rapport au contenu qu'il va dévoiler, il ne voit pas qu'il est en sécurité, qu'il ne sera pas jugé, qu'on écoute à 100%, s'il ne voit pas qu'il y a une destination précise qui est rentable pour elle, le cerveau va travailler à maintenir l'image d'une personne coopérative, c'est-à-dire vouloir répondre à la question, mais son processus de vulnérabilité veut tout le temps revenir vers l'arrière. Ce qui fait en sorte que même si on pose une question ouverte, c'est plus complexe que ça, faire ouvrir une personne et faire en sorte qu'une personne parle. Ça fait partie des règles qui sont super importantes en interaction sociale parce que souvent, on pose des questions au mauvais timing et on force une personne à dire des choses qu'elle ne veut pas dire dans l'instant présent parce que soit elle n'a pas les conditions cognitives, attentionnelles ou relationnelles pour en parler, ou soit qu'elle ne voit pas l'utilité pour elle de se vulnérabiliser de la sorte. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de conditions qui sont nécessaires avant même de réfléchir à poser une question. Donc, les questions ne devraient pas être utilisées comme première intervention. La première chose, ça doit être l'attention consciente uniquement, avec juste feedback non verbal. La deuxième chose, ça doit être l'utilisation beaucoup plus de reflets, c'est-à-dire prouver à la personne qu'on comprend l'essence de ce qu'elle essaie de dire. Là, vous allez me dire, ah ouais, tu répètes ce que l'autre dit. Non. Parce que si tu fais juste répéter les mots, ça paraît que c'est un truc de répétage de mots. Puis il y a plein de détecteurs qui le montrent. Puis ça marche pas. Et la plupart des gens ne font pas ce type de reformulation-là parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils reformulent les mots. Puis ils savent que s'ils le font, ça va avoir de l'air un peu artificiel, ça ne marchera pas. Il va avoir l'air de jouer au psychologue. La personne va le sentir et ça ne fonctionnera pas. Donc, voici ma recommandation au lieu d'aller dans les questions. C'est utilisation seulement de l'attention en premier, bien synchronisé, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. L'autre chose, les silences, laisser des silences. C'est pas parce qu'une personne vient de finir de parler que c'est terminé. Pendant qu'il y a un silence, ça veut dire qu'elle est en train de se concentrer. Il y a des grandes chances qu'elle continue à se concentrer pour aller plus loin dans ce qu'elle veut dire. Donc, ça prend du temps. Ce n'est pas un texte qui est déjà écrit. Donc, une personne a besoin de temps, d'air. Et donc, il faut maintenir l'attention, il faut rester patient parce qu'elle est en train de continuer à réfléchir jusqu'à ce que sa prochaine phrase sorte. Donc, c'est important de ne pas enchaîner ou d'interrompre à chaque fois qu'il y a un silence. Super important. Et la pire chose, c'est non seulement enchaîner, mais enchaîner avec une question. C'est comme littéralement couper les jambes d'une personne. Donc, il faut être très prudent avec le fait de rompre les silences et en plus rompre les silences avec une intervention. Lorsque le silence a été bien fait, puis là, la personne a réellement fini, au lieu d'aller dans une question, il faut aller sécuriser le contenu qui vient juste d'être abordé. Et la façon de le sécuriser, c'est de prouver à la personne l'essence de ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire faire ressortir le sens du propos qu'elle vient de dire. Ceci est assez complexe. Ce n'est pas facile de faire ressortir le sens. Ce n'est pas juste en répétant une phrase, répétant les derniers mots. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Faire ressortir le sens, on rentre dans des qualités d'écoute qui sont beaucoup plus développées. Et c'est littéralement un certain entraînement. Ça s'apprend, tout le monde peut l'apprendre. Mais je peux vous dire que s'il y a un challenge en communication interpersonnelle, c'est de faire des reflets, c'est-à-dire des reformulations qui font ressortir le sens de ce que la personne veut dire. Ce n'est pas facile et chaque reflet, c'est une petite prise de risque. C'est un sport, faire un reflet qui va avoir l'impact souhaité. Par contre, c'est, je dirais, l'instrument ou l'outil le plus puissant en communication interpersonnelle. Donc, s'il y a une intervention à prendre et à prioriser, ce ne sont pas les questions. C'est la dernière chose qu'il faut prioriser. La première chose à prioriser après les silences, ce sont les reflets, c'est-à-dire être capable de démontrer à l'autre l'essence, le sens de ce qu'il ou elle vient de dire. Et faire ce type de reformulation-là, ce n'est pas poser une question.
Ce n'est pas émettre une opinion, ce n'est pas une interprétation de ce que l'autre a dit, et ce n'est pas un résumé. C'est un reflet, c'est une reformulation qui fait ressortir le sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Par contre, il n'y a rien de plus fort pour faire augmenter la qualité de la vulnérabilité, donner le goût à la personne d'aller plus loin et créer plus de contenu pertinent et créer plus de sécurité relationnelle et plus de vulnérabilité sécuritaire. Donc voilà, donc un petit peu moins de questions, même beaucoup moins de questions, plus de silence, plus de reformulation et essayer de prouver à l'autre qu'on a compris l'essence de ce qu'elle essaye de nous communiquer. Et ça, c'est un beau défi et c'est vraiment plaisant, c'est vraiment le fun parce que souvent on a l'impression qu'en phase d'écoute, c'est très passif alors que le nerf de la guerre, c'est l'écoute. Mais c'est comme un peu une question de technique. Si on ne sait pas trop comment faire ça de l'écoute, c'est assez passif, puis notre cerveau il va se trouver une tâche parallèle qui va être de réfléchir à notre prochaine phrase. C'est tout à fait normal. Donc le cerveau, il a tout le temps besoin de faire quelque chose. Fait que s'il ne comprend pas une tâche, il va s'en trouver une autre. S'il s'ennuie à faire une tâche, il s'en trouve une autre qui lui plaît plus. Puis souvent, ça va être parler, réfléchir, avoir des idées, être d'accord, pas d'accord. Alors que le vrai intérêt, c'est aller saisir le sens. Et ça, c'est vraiment le fun.